Réponse après ces nouvelles attaques. Le sujet était au cœur de la réunion des ministres européens de l'Intérieur. C'était tout à l'heure à Bruxelles. Chacun s'accorde à dire qu'il faut une réponse globale, notamment sur l'encadrement du commerce des armes. L'Europe serait trop laxiste en la matière. Lilia Melconian avec Ambroise Duché et Raymond Chaplard. 48 heures à peine après les attentats de Bruxelles, les 28 pays de l'Union se disent déterminés. Ils veulent freiner la circulation des armes à feu en Europe. Après la succession majeure des attentats ces derniers mois, le ministre de l'Intérieur français ne cache plus son impatience. On ne peut pas être sur ces sujets-là dans les atermoiements. Il ne peut pas y avoir des atermoiements après les atermoiements. Il y a urgence. La France veut enfin faire appliquer une directive européenne discutée il y a quelques mois. Objectif notamment, un contrôle plus strict des acquisitions d'armes à feu et une meilleure traçabilité des ventes. Une loi plus sévère qui vise à mettre fin à l'anarchie des différentes réglementations des pays d'Europe. En Finlande, par exemple, les réservistes gardent leurs armes chez eux. En République tchèque et en Pologne, la lutte contre le trafic d'armes est quasi nulle. En Slovaquie, on fabrique même officiellement des imitations de Kalachnikov facilement transformables en véritables armes de guerre. Pour cet eurodéputé écologiste, ces différentes législations profitent d'abord aux trafiquants et aux terroristes. Il faut essayer d'éviter qu'il y ait des différences de législation au sein même de l'Union européenne qui permettent à ceux qui veulent ou trafiquer ou les utiliser à des fins de banditisme ou de terrorisme de pouvoir rentrer dans ces différences de législation, acheter dans certains pays des armes par Internet et puis après les mettre à des normes impossibles. Mais la lutte contre les armes à feu relève de chaque État. Les décisions doivent donc être votées par les parlements nationaux avant d'être appliquées. Et si l'Europe se saisit du sujet, c'est qu'il est souvent très facile de se procurer des armes. Bonsoir Alban Mikosi. C'est le cas notamment pour les pistolets et les fusils utilisés dans les différentes attaques françaises. Oui, on va regarder les attaques récentes. Et dans le cas, par exemple, de Mohamed Merah, il possédait un véritable arsenal, mais cet arsenal n'était pas forcément illégal. Regardez par exemple ce Colt. Eh bien, c'est une arme de la Deuxième Guerre mondiale qui avait bien été déclarée, oui, mais en 1944. Et c'est avec cette arme qu'il a tué en 2012. Pour les frères Kouachi, lors de la tuerie de Charlie Hebdo, ils ont utilisé des fusils yougoslaves issus directement du trafic d'armes et entrés en France de manière tout à fait illégale. Hamedi Koulibaly, lui, possédait une arme de collection d'origine tchèque. Vous voyez, on a barré le canon parce que le canon était obstrué. C'est un fusil de collection. Il n'était pas censé fonctionner. Oui, mais il lui a été facile d'enlever ce canon, de changer, de mettre un canon qui fonctionnait et d'avoir une arme de guerre réelle. Enfin, au Bataclan, les armes utilisées sont des Kalachnikov ou des copies de Kalachnikov issues de plusieurs armes différentes. En fait, elles sont entrées en France démontées en plusieurs dizaines de morceaux différents et ensuite les trafiquants savent les réassembler ensemble. Dans chacun des cas, on le voit, l'obtention des armes n'offre pas de difficultés insurmontables.